toits temporaires urbains. Dans de nombreuses villes et territoires, des terrains sont laissés vacants pendant plusieurs années, en attendant un projet. Comment donner un usage à ces espaces à court terme? En réponse à ce problème, les acteurs ont parfois recours aux bâtiments temporaires. Mais ces structures, souvent considérées comme de moindre qualité ou difficiles à déplacer, ne servent qu'une fois avant d'être déconstruites et oubliées. Toits temporaires urbains propose de réinventer ces bâtiments temporaires et imagine des bâtiments en bois, modulables, démontables et réutilisables. Pour comprendre cette démarche, Sylvain Grisot rencontre aujourd'hui Camille Picard, directrice générale de Toits temporaires urbains. Lors de leur discussion, ils abordent les différents aspects de ce projet, sa genèse, les besoins auxquels il répond, son déploiement et bien d'autres choses. Nous sommes Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute! Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Camille Picard, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors Camille, vous êtes directrice générale de Toits temporaires urbains. J'ai cru comprendre que c'était une filiale à la fois de la Caisse des dépôts et du groupe SNCF. Il va falloir nous expliquer pourquoi. Et donc Toits temporaires urbains propose, alors là je cite, des constructions durables pour foncier temporaire. Alors, plein de sujets qui nous intéressent, mais ça veut dire quoi? Des constructions durables pour foncier temporaire. Alors ça revient un peu aux origines de la question du bâtiment temporaire. On en a eu un certain nombre par le passé et on a fait le constat que beaucoup d'entre eux étaient soit non qualitatifs, soit ne se déplaçaient pas. Quand je dis nous, c'est la Caisse des dépôts, la SNCF et d'autres partenaires avec lesquels on a travaillé sur ce sujet à partir de 2018. On s'est réunis, on a fait un partenariat et on s'est dit, à partir de tous les fonciers disponibles, il y en a un certain nombre, comment leur donner un usage et comment permettre que ces terrains puissent accueillir des constructions sur un temps court, sur une période donnée. Et on s'est dit que ce ne serait possible qu'à condition non seulement d'avoir des bâtiments vraiment qualitatifs, mais surtout qu'ils soient vraiment déplaçables. Ce qui en réalité se produit assez rarement dans la ville. Et c'est comme ça qu'on a lancé l'aventure de Toits temporaires urbains, qui aboutit aujourd'hui donc à la création de cette société, on l'a évoqué, et surtout à la conception d'un système constructif à partir de modules en bois qui permettent, une fois assemblés, de produire des bâtiments, c'est-à-dire des bâtiments jusqu'au R+2, des immeubles, qui auront toutes les qualités du pérenne, d'où des bâtiments durables, mais qui auront surtout la capacité à se déplacer, c'est-à-dire à être désassemblés facilement pour être réassemblés sur un autre site. Alors, peut-être qu'on peut dire concrètement quelle forme ça prend. Des bâtiments durables, donc construction modulaire bois, on comprend ça. C'est ciblé sur des usages particuliers, c'est des modules qui sont un peu agnostiques tous usages. Enfin, comment ça fonctionne? C'est quoi cette modularité? C'est quoi ce système finalement? En fait, avant de venir au système, on était précisément parti des usages en se demandant quel type d'usage aujourd'hui pourrait se satisfaire d'une occupation temporaire sur un terrain.
Donc, c'est évidemment pas pour créer des logements sociaux, familiaux, durables, pour des durées de 4 ans qu'on va produire des bâtiments de cette nature. Donc, on pense bien évidemment aux opérations d'hébergement des publics précaires. Il y a de très belles opérations qui sont construites de cette façon-là, notamment à Paris, avec la promesse de l'Aube dans le 16e et le bastion de Bercy, porte de Bercy, si ce n'est que ni l'une ni l'autre n'envisage de se déplacer à moyen terme. Et on peut éventuellement s'interroger sur le coût qui serait celui de leur déplacement. Et on est précisément d'ailleurs parti de ces expériences-là et d'une autre expérience qui était le centre d'hébergement de la Porte de la Chapelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était cette grande bulle. La bulle, là, oui. Qui avait été créée, mais il n'y avait pas que la bulle, il y avait aussi des constructions en bois à l'intérieur de la halle SNCF qui avaient été conçues par Julien Belair et qu'on avait visité, qui étaient très intéressantes, mais qui n'étaient pas du tout réemployables, pour plein de raisons. Mais en fait, aujourd'hui, je crois savoir que ces constructions, elles ont été empilées quelque part, mais elles n'ont pas été réutilisées alors qu'elles avaient été pensées pour. Et c'est fort de ce constat-là qu'on s'est dit qu'il fallait aller plus loin. Et donc, on est parti sur un système de construction qui est en bois. Alors, pourquoi le bois ? On ne l'avait pas forcément posé comme contrainte au départ, mais parce que c'est le seul moyen d'atteindre des critères environnementaux satisfaisants. Et on s'est mis tout de suite dans un horizon d'application de la réglementation environnementale de 2028. Sur la question des usages, j'y reviens. Donc, on était parti sur l'hébergement des précaires, la question aussi du relogement des familles, le temps de la rénovation d'un logement. Typiquement, le logement social aujourd'hui, on a les programmes de renouvellement urbain qui s'engagent à nouveau avec moins de démolition, plus de rénovation, et parfois des rénovations qui ne peuvent pas se faire en site occupé. Et donc, les bailleurs sociaux butent sur la question du relogement des familles, le temps de l'opération. Enfin, on pense aussi à la question du logement des travailleurs clés sur les gros chantiers. Et donc là, on a en tête les gigafactories du côté de Dunkerque, les EPR, qui vont nécessiter l'arrivée de travailleurs français, européens, étrangers, sur des durées sans doute assez longues, entre 8 et 10 ans, dans des bassins de vie où on ne va pas construire du logement social pour l'équivalent de 8000 personnes de façon pérenne. Il y aura du logement social, mais probablement que le marché ne va pas absorber une quantité, un tel volume de logements. Et donc, plutôt que de laisser les gens dormir dans leur voiture ou dans des mobil-homes ou autres, on se dit que ça peut être intéressant d'avoir une forme d'habitat collectif, qualitatif, qui soit qualitatif aussi bien pour ceux qui vont y loger que pour l'environnement immédiat. Et donc, pour les habitants, et je dirais que la première personne à laquelle on a pensé quand on a démarré ce projet, c'est les élus. Comment convaincre les élus d'autoriser des constructions temporaires sur leur commune pour répondre à des besoins qui sont soit des besoins locaux, soit des besoins externes qui pourraient être satisfaits sur ces terrains-là. Donc on va revenir sur le où, sur le terrain et sur le temporaire. Mais donc si je comprends bien, on est sur des besoins de logement, plutôt des typologies de petits logements en termes de besoins. Je vois que c'est pas que ça. Pas nécessairement. Parce que typiquement, le relogement des familles, on l'a testé notamment avec CDC Habitat sur plusieurs sites qui sont en étude actuellement en Seine-Saint-Denis. On est en capacité d'aller jusqu'au T5. Juste un point important, nos modules, ils font 3 mètres par 6 mètres, mais ce n'est pas un module, une chambre. Ce qu'on retrouve souvent dans le modulaire métallique ou dans le réemploi de containers, c'est l'assemblage des modules qui produit des plans, avec des architectes qui visent à apporter la meilleure configuration spatiale par rapport aux usages. Et c'est l'assemblage de ces plans qui va produire des chambres. Et donc, on n'a pas identité entre le module qui fait 17 mètres carrés et la chambre. Et c'est l'organisation de ces modules. Donc, on a un catalogue de modules, 14 modules, des modules secs, des modules humides, des modules techniques. On espère qu'on ne va pas inventer plus de types de modules à l'avenir et au fur et à mesure des projets, sinon ça va devenir ingérable. Donc notre rôle, à Toit Temporaire Urbain, ça va être précisément d'organiser cette conception et cette rotation. Et l'objectif, c'est de produire vraiment des plans qui soient à la fois adaptés à des besoins et suffisamment génériques pour pouvoir se transformer au terme d'une occupation. Donc pour résumer, on pourrait avoir une opération avec un centre d'hébergement, avec des chambres qui iraient du T1 au T3, par exemple, pour des femmes avec enfants. Et puis, ce bâtiment pourrait être désassemblé pour
configurer des logements du T3 au T5 pour accueillir des familles le temps de la rénovation de leur logement. Donc c'est du Lego, mais c'est 14 pièces différentes avec une gestion de flux, et on va pouvoir monter finalement des formes et répondre à des besoins différents. Je suppose, enfin, je suppose qu'il y a une forme d'optimum ou de scénarisation. Là, on est en train, et c'est manifestement votre préoccupation, de dire oui, c'est réellement des modules déplaçables. Donc, on fait pas, c'est pas du modulaire pour aller vite. Même si sans doute il y a des enjeux de temporalité, de rapidité de la construction. C'est du modulaire parce que c'est réemployable, et pas les matériaux, mais bel et bien les modules. Pour autant, vous avez ciblé, je suppose que ce n'est pas des chantiers qui se font juste pour une occupation de 6 mois. C'est quoi le créneau réaliste quand on dit temporaire? C'est des besoins, c'est combien de temps minimum et combien de temps maximum? Alors sans engagement hein, pour celles et ceux qui pourraient être intéressés, mais qu'on comprenne un peu le rythme que vous imaginez derrière. Alors, théoriquement, nous, ce qu'on a projeté, c'est que les modules, on les produit, on les exploite pendant 20 ans en estimant qu'ils vont tourner sur des opérations tous les 5 ans. Sachant qu'ils ont une durée de vie en tant que bâtiment de 50 ans puisqu'ils sont conformes à la réglementation environnementale. C'est donc du moyen terme, c'est une occupation qui n'est pas pour 6 mois. Certains, par exemple, nous ont interrogés sur le logement saisonnier en imaginant qu'on pourrait faire des opérations en Vendée l'été qui se déplaceraient en Savoie l'hiver. Bon, c'est complètement utopique de penser ça parce qu'en termes d'amener de réseau, etc., en tout cas sur des bâtiments collectifs, le coût serait prohibitif. Il vaut mieux gérer la vacance d'un bâtiment l'hiver en Vendée que de déplacer le bâtiment. Donc, c'est du moyen terme, mais en réalité, ça renvoie aussi à la question de comment on projette les calendriers quand on fait la ville. On sait tous qu'on projette des calendriers théoriques absolument parfaits où on va aménager une ZAC en 7-8 ans. En général, on respecte les calendriers. Hein. Parfaitement. Or, comme ce n'est pas tout à fait le cas, finalement, d'une part, ça veut dire qu'il y a des terrains qui sont disponibles pour des occupations de ce type. Donc ça, c'est un point très important. Néanmoins, nous, pour qu'on puisse être convaincants, nous, Toit Temporaire Urbain, avec des projets temporaires, il faut qu'on puisse les déployer assez rapidement. Donc, en fait, ce qui est important, c'est le temps amont, c'est le temps de l'étude préalable. Alors, on va essayer, nous, de l'accélérer parce qu'on a ce système constructif déjà établi. Donc, en résumé, on ne va pas reconsulter une entreprise. On a une entreprise, Selvéa, avec laquelle on a conclu un marché de partenariat et d'innovation sur lequel on s'est engagé à acheter 200 modules par an pendant les 4 ans qui viennent. Donc, on a déjà, on va dire, le mode opératoire pour acheter ces modules. En revanche, le temps des études, il ne faut pas le négliger parce que ces opérations, elles n'ont pas vocation à se copier-coller d'un endroit à un autre sans tenir compte d'un PLU, sans tenir compte des élus, comme je disais tout à l'heure. Donc, ça veut dire que oui, il y a un maître d'œuvre par opération qui n'est pas toujours le même. Et ce maître d'œuvre, il a en charge un point essentiel, c'est de déposer un permis de construire. Ce permis de construire, on n'entend pas du tout, on va dire, passer outre, parce que c'est le moment où on va discuter avec la collectivité, c'est le moment où on va faire projet, c'est le moment où on va concerter avec les habitants, et ça, c'est essentiel. Donc, dans ce cadre de projet, on va déposer des permis de construire précaires, qui ont la même durée d'instruction, qui nous permettent juste de déroger à certains dispositifs du PLU, ce qui est plutôt facilitant. Et on entend pouvoir déployer ces opérations à partir du moment où on démarre sur un foncier et si les décisions peuvent être prises dans des temps limités sur à peu près une période de 12 mois entre le démarrage d'une réflexion, je dirais raisonnablement, on peut imaginer 12 mois après arriver avec notre solution. Le vrai intérêt aussi, c'est que le chantier sur le terrain, il dure peu de temps. Et ça, c'est intéressant aussi pour les élus. Ça veut dire que comme on produit en usine et qu'on apporte les modules, on a une nuisance pour les riverains qui est quand même assez limitée en termes de durée. On va revenir sur le concept et notamment, je pense que c'est intéressant qu'on revienne sur le modalité de portage. Vous disiez exploitation pendant 20 ans, etc., qu'on comprenne bien aussi le modèle économique qu'il y a derrière, ou en tout cas qui est estimé derrière. Mais est-ce qu'on peut parler du réel et du concret, au-delà de l'organisation, de la contractualisation avec un producteur, etc. On en est où aujourd'hui du déploiement de cette proposition ? Alors déjà, on a
cette proposition, je reviens juste en arrière, elle a été conçue dans un marché de partenariat d'innovation qui a été lancé par un groupement de commandes porté par la Caisse des dépôts, SNCF, ICF Habitat et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Donc, c'est celui qui a permis de définir le système constructif avec le groupement Selvéa ici, et c'est le cadre contractuel dans lequel aujourd'hui on va pouvoir acheter les modules. Donc ça, c'est un groupement de commandes. Par ailleurs, on a créé la société en 2023, Toit Temporaire Urbain, dont les actionnaires sont la Caisse des dépôts et le groupe SNCF, qui a vocation à opérer cette solution constructive, mais surtout à créer l'outil qui restera propriétaire des modules. Puisque l'objectif, au-delà du système constructif, c'est d'apporter une solution clé en main aux bailleurs, aux associations, aux entreprises, avec celui qui sera à la fois le promoteur et la foncière de cette solution, c'est-à-dire celui qui va déposer les permis de construire, qui va livrer les bâtiments temporaires, qui va les louer à un exploitant et qui aura surtout, et ça c'est très important, la responsabilité de désassembler les bâtiments pour ensuite les emmener ailleurs. Donc très concrètement, aujourd'hui, on lance la fabrication des premiers modules pour la première opération qui sera livrée en 2025 à Stein pour le conseil départemental de Seine-Saint-Denis pour un centre d'hébergement d'urgence. Donc je disais que dans le groupement de commandes de départ, on avait le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. C'était très précieux parce que le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, il est venu avec sa casquette solidarité et donc le cas d'usage des femmes isolées avec enfants qui sont aujourd'hui logées à l'hôtel. Et donc dans ce groupement de commandes, il a été celui qui quelque part nous a aidé à nous poser la question du type d'usage, du type de configuration, à qui c'est destiné. C'était extrêmement intéressant. Et en plus de ça, il nous offre la première occasion de démontrer que c'est possible, puisque c'est sur un terrain du bailleur départemental Seine-Saint-Denis Habitat, au sud du Clos Saint-Lazare, qu'on va venir implanter un centre d'hébergement. Et ce qui est très intéressant par rapport à la question du temps de fabrication de la ville, c'est qu'on va s'implanter sur le terrain d'assiette d'une tour qui a été démolie dans le cadre de l'ANRU 1, donc voilà, qui a été démolie en 2015. Cette tour démolie a laissé un terrain enherbé qui ne ressemble pas vraiment à une friche. En fait, on se promène sur l'avenue Stalingrad, on ne se dit pas, tiens, c'est une friche, on se dit juste un terrain enherbé. D'ailleurs, il y a un petit cheminement qui le traverse. Voilà, les gens, au fur et à mesure, ont creusé un petit chemin qui traverse ce terrain. Ce terrain, il est destiné à une cité artisanale dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain du Clos Saint-Lazare. Probablement que le terrain va être disponible pendant au moins 3 ans. C'est ce qui a permis à Seine-Saint-Denis Habitat de nous autoriser non seulement à déposer un permis de construire précaire, mais aussi à occuper le terrain. Et donc, on va édifier 2 bâtiments. On va édifier un centre d'hébergement pour 30 femmes avec leurs enfants, donc l'accueil de 90 personnes. Donc, c'est un bâtiment en R+2 avec des chambres qui vont du T1 au T3, avec des cuisines collectives, des salles de bain individuelles. Donc, chaque famille a sa salle de bain. Pour ça, on s'est vraiment interrogé à un moment donné avec le département, mais ça nous a semblé extrêmement important en termes d'intimité, mais plus prosaïquement en termes aussi de pérennité des modules humides. On s'est dit que probablement qu'à l'usage, on fait plus attention à sa salle de bain qu'on ne fait attention à la salle de bain collective. Voilà, dans un centre à plusieurs. En revanche, c'est des cuisines collectives, ce qui est important aussi parce que ces femmes, elles doivent être accompagnées dans un process on va dire, dans un parcours vers le logement. Donc, c'est aussi dire que c'est de l'hébergement, c'est pas leur logement définitif. Et puis, juste à côté, on va édifier un tout petit bâtiment à partir de 8 modules pour reloger une association qui est dans une tour qui va être démolie à nouveau à côté. Et c'est une association qui travaille pour les habitants du quartier du Clos Saint-Lazare, qui s'appelle SFMAD, qui fait de l'aide aux devoirs, de l'aide à l'apprentissage du français, de l'aide à l'insertion professionnelle, et qui va être implantée là. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important parce que ce projet de Stein, il s'insère vraiment dans son quartier, c'est-à-dire qu'il va dialoguer avec les riverains. On a fait 3 réunions de concertation déjà avec les femmes. Je dis les femmes parce qu'en fait, c'est 99% des femmes qui viennent aux réunions publiques, en tout cas là-bas. Et on a beaucoup dialogué avec elles justement pour tenir compte à la fois de comment se passe, on va dire, la vie quotidienne dans le quartier et comment est-ce que notre opération n'allait pas fermer d'ailleurs ce terrain. Donc, on va reconstituer le cheminement piéton que j'évoquais tout à l'heure pour que le terrain reste perméable et qu'il puisse vraiment fonctionner et s'insérer dans son quartier, même s'il ne restera que 3 ans.
Ouais, donc on a quand même en termes de réflexion, vous le disiez tout à l'heure, il y a ce temps d'étude qui est un temps de réflexion, de conception, alors aussi d'autorisation administrative, on pourra y revenir, mais aussi un temps de dialogue. Ça reste finalement une forme d'incompressible, même si vous le réduisez sans doute par rapport à un certain nombre de typologies de projets dits pérennes. Mais quoi qu'il en soit, faut faire le job. Alors c'est intéressant parce que là, c'est possible de déployer finalement ce type d'approche, à la fois parce qu'on a un besoin, mais on a un terrain sur lequel on a une visibilité de disponibilité, alors de 3 ans, mais de 3 ans, on verra bien, quoi. C'est peut-être 5, enfin voilà, on sait qu'il y a une volatilité là-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est un terrain qui aura été disponible pendant 10 ans. Donc il y a d'un côté des besoins auxquels il faut répondre, vous l'avez dit, des hébergements spécifiques, des opérations tiroirs pour des bailleurs sociaux, des grandes opérations qui mobilisent des travailleurs, mais de façon temporaire pour quelques années. Est-ce que vous avez eu un regard aussi sur, quelque part, l'ampleur de ces interstices, ces espaces-temps disponibles, notamment dans le cadre des projets urbains? En effet, c'est un vrai sujet. Il y a des problèmes d'articulation des plannings, il y a des problèmes de phasage qui sont absolument récurrents. Enfin, globalement, on n'y arrive pas. On se fait rêver avec des jolis projects là qui font qu'on répond peu ou prou au timing de la convention en rue, mais personne autour de la table n'y croit. Et donc, on se retrouve avec plein d'espaces résiduels comme ça. Vous avez évalué, peut-être pas quantitativement, mais l'ampleur de cette ressource, qui est une ressource foncière, alors certes pas pérenne, mais une ressource foncière phénoménale dans des espaces déjà urbanisés, enfin en tout cas très intéressante dans des espaces déjà urbanisés où il y a des besoins de développement. Alors, on a essayé de le recenser, c'était très intéressant. On a travaillé avec l'IAU, qui a mis au point une base de données des friches, et on a joué avec leur batterie de critères pour essayer de définir en Île-de-France les terrains qui seraient intéressants pour nous. Et effectivement, il y avait une ressource très importante, même si elle n'était pas qualifiée à ce niveau-là du point de vue, on va dire, de l'acceptabilité politique ou du planning du projet. Mais en regardant ne serait-ce que les terrains qui n'étaient pas sévèrement pollués, qui étaient proches des transports, qui étaient d'une surface minimale de 1000 mètres carrés, qui étaient à peu près plans, etc., on avait une belle ressource. Donc oui, il y a beaucoup de ressources, et c'est, je dirais, le point de départ de la réflexion et de la posture d'SNCF dans ce projet. SNCF, en la personne de Charlotte Girard, qui est la directrice transition, innovation RSE chez SNCF Immobilier, son principal souci, c'est celui-là. C'est comment on fait pour que cette ressource foncière, qu'il est toujours si difficile de céder quand on est un propriétaire comme la SNCF, si on cède les terrains, on va dire, on condamne l'avenir, on ne pourra plus jamais se développer. Et aujourd'hui, un certain nombre de grandes entités publiques, par exemple le ministère de la Défense, qui jusque-là avait beaucoup valorisé ces terrains, on va dire donc que beaucoup vendu, ouais. Beaucoup vendu. Le contexte actuel de guerre en Ukraine fait dire que peut-être on ne fera pas les prochaines interventions de façon purement aérienne, et voilà. Et donc que le foncier, peut-être qu'il faut en garder pour, je ne sais pas quoi, de la réserve ou autre. Bref, tout ça pour dire que la ressource foncière, elle est importante et qu'elle est souvent très mal utilisée. Et puis surtout, moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est que ces projets, ils épuisent un peu les habitants, parce que on voit écrit le projet de renouvellement urbain avec des délais qui ne seront pas tenus, qui sont donc, il suffit de regarder autour de soi, c'est tout de suite contredit, parce que 2 ans après, on voit qu'il y a toujours les mêmes calendriers, alors même que rien n'a avancé concrètement. Et donc, pour un habitant, l'occupation temporaire, c'est quand même aussi l'occasion de voir que oui, ça avance, que oui, on peut tester des choses et qu'on peut le faire qualitativement. Mais c'est assez subtil, et ça demande à tous les acteurs qui sont présents sur ce type de projet de changer un peu de posture, justement de se dire un peu la vérité sur le calendrier project que vous évoquiez tout à l'heure, et puis de se faire confiance, de se dire que si par chance le projet allait plus vite, le projet temporaire pourrait partir et ne serait pas un obstacle. Et donc ça, je pense que là où on a beaucoup de chance, c'est d'avoir des actionnaires qui inspirent confiance.
Mais je veux bien qu'on revienne là-dessus parce que c'est en effet une des limites, enfin une des contraintes à l'acceptation de l'occupation temporaire. En tout cas, on l'a vu sur l'urbanisme transitoire, hein, c'est de façon récurrente. Et quelque part, il a fallu montrer patte blanche, montrer des exemples et avoir des structures d'animation légitimes, hein, par le temps, par l'expérience, pour arriver à déstresser les propriétaires, publics et privés, hein, là-dessus, sur le fait que oui, c'est bel et bien du temporaire et qu'on n'allait pas créer une situation de fait qui serait installée. Mais je veux bien qu'on reparle un peu du cadre contractuel, légal, etc., etc. Comment tout ça s'articule? Il n'y a pas de transfert de propriété, il y a une forme de location. Enfin, comment ça marche un peu dans les rouages administratifs et financiers? L'idée, c'est qu'on signe des conventions d'occupation précaire ou des conventions d'occupation temporaire selon la nature du propriétaire, selon qu'il est public ou privé. Selon qu'il est public ou privé, il peut lui-même être contraint de faire un AMI par rapport à l'occupation, donc un appel à manifestation d'intérêt ou un appel à projet pour que les différentes personnes intéressées manifestent leur intérêt. Ensuite, donc, on contractualise a priori à titre gratuit parce que le modèle ne supporte pas, on va dire, de payer un loyer pour occuper le terrain. On dépose, quand je dis on, c'est donc Toit temporaire urbain en qualité de maître d'ouvrage, dépose un permis de construire en accord avec le propriétaire, donc un permis de construire à caractère précaire. Ça veut dire qu'on pétitionne en indiquant la durée d'occupation. Celle-ci, elle n'est pas encadrée par le Code de l'urbanisme. Le Code de l'urbanisme ne dit pas un permis précaire, c'est 7 ans. On va dire, c'est un accord qu'on trouve avec le service instructeur. Pour ça, on a déposé un permis de construire pour une durée de 7 ans. Parce qu'on s'est dit, si jamais ça durait plus longtemps, il ne faudrait pas qu'on se retrouve coincé par la durée du permis. Parce que le permis précaire prévoit en fait la déconstruction du bâtiment au terme de la durée. Donc, on n'aura pas besoin de déposer de permis de démolir quand on va partir. Ça, c'est intéressant également. Et en parallèle de la convention d'occupation précaire, on va signer une convention de location avec un exploitant. Donc nous, on ne va pas gérer les bénéficiaires finaux. Il y aura toujours un professionnel, un bailleur, une association, une entreprise spécialisée de ce type d'accompagnement en fonction des publics, avec un accompagnement plus ou moins important, et qui sera en charge des bénéficiaires finaux. Donc nous, on va louer, dans un sous-contrat de location, on va louer le bâtiment dans son entièreté. À l'exploitant, très bien. Et est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce que ça change, le caractère précaire du permis de construire? C'est un cadre légal, me semble-t-il, assez récent. Non? Alors, je ne suis pas historienne de ça, il faudrait demander à des juristes. Je ne crois pas que ce soit si récent. En revanche, ce que ça permet, c'est de déroger à certaines dispositions des plans locaux d'urbanisme. Alors, pas à tout, mais par exemple, on peut y déroger sur la destination. On peut y déroger sur la création du nombre de places de stationnement, sur un certain nombre d'éléments qui n'ont pas forcément de justification dès lors qu'on est précaire. Et donc, ça facilite grandement les choses, surtout sur le sujet de la destination. Et ça, SNCF a une très bonne expérience de ce sujet. Ils l'ont beaucoup pratiqué sur des terrains à caractère industriel qui ne pouvaient pas accepter de l'hébergement, mais voilà, ils ont pu édifier ce type de construction à cette occasion. Donc c'est bien un régime d'exception. Pour autant, il s'inscrit dans le PLU, hein, avec le règlement afférent et la procédure notamment, hein, donc en termes de délai, etc. Tout à fait. Si on est ERP, ça va durer 5 mois. Et par rapport, si je prends le cas de Stein, on s'est vraiment mis à l'alignement tel que prévu, c'est-à-dire qu'on s'insère du point de vue spatial dans la ville au même titre qu'un autre bâtiment définitif. Et ça, pour nous, c'est très important. On respecte, par exemple, les ruptures sur façade, tous les 25 mètres qui nous sont demandés, etc. En revanche, on ne va pas créer des places de stationnement au nombre de personnes. Ça n'aurait pas d'utilité, pas de sens et économiquement, ça ne marcherait pas. Il y a un certain nombre de dispositifs tels que sur les eaux pluviales, par exemple. Ça, c'est un sujet parce que l'infiltration à la parcelle dans des systèmes de noues, c'est un peu compliqué parce qu'on avait du mal à s'imaginer qu'on allait pouvoir localiser les noues qui seraient utiles au projet suivant. Et comme ça a quand même un coût assez conséquent, par exception, on va pouvoir néanmoins se rejeter dans le réseau. Ce qui, on va dire,
par rapport à la durée d'occupation et à la surface des bâtiments, ne devrait pas être problématique, même si on sait bien que ce n'est pas forcément souhaitable de se rejeter dans le réseau. Donc voilà, de même qu'on ne va pas faire de toiture végétalisée, parce que le toit du végétal sur des bâtiments de ce type-là n'aurait pas de sens non plus. Alors, on a parlé de Stein, 2025, c'est maintenant, hein, donc je suppose que vous avez fini les procédures administratives, là on est vraiment sur le passage à l'opérationnel. C'est quoi les prochaines étapes après, peut-être en termes de projet, mais aussi en termes de preuve de concept, d'évolution de ce concept-là, etc., etc. Vous, dans votre cheminement, votre, je sais pas, roadmap ou autre, doit y avoir un vocable interne, j'en doute pas. C'est quoi les prochaines étapes importantes? Déjà, faire la démonstration que Stein, ça marche. Et en fait, on en fera vraiment la démonstration quand on redéplacera Stein. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que je rassure régulièrement le propriétaire et l'aménageur qui vient après nous, la SEM Pleine Commune Développement, en disant que nous, c'est tout notre intérêt de devoir partir pour pouvoir démontrer qu'on se déplace vraiment. Parce que tant qu'on aura livré juste Stein en 2025, on aura fait comme beaucoup d'autres opérations. On se sera installé une première fois. Ça, c'est un point important. Donc après, nous, on cherche à se développer à l'échelle métropolitaine. Donc moi, mon enjeu, c'est de pouvoir développer ces 200 modules par an pendant les 4 ans qui viennent et de développer autant d'opérations. Ça va être aussi d'attirer d'autres investisseurs autour de table, parce que la Caisse des dépôts et la SNCF ont de façon très inhabituelle créé cette société parce qu'elles sont convaincues qu'il y a un vrai sujet autour de la sobriété foncière, autour de la solidarité et autour du hors-site. C'est vraiment les 3 grandes thématiques autour de notre projet. Donc voilà, on a été suivis, mais l'objectif, c'est d'attirer aussi d'autres investisseurs autour de table, et dès lors qu'on aura livré Stein, on va s'y employer. Et puis, je pense qu'on va apprendre au fur et à mesure, et qu'entre le business plan actuel et ce qui va se passer en vrai, il va y avoir des évolutions. On s'interroge déjà pour savoir si on doit prendre ou pas le statut de maîtrise d'ouvrage d'insertion, par exemple. Donc voilà, on va apprendre, et puis on va apprendre avec le reste du collectif qui travaille sur ces sujets-là. Je citais le hors-site. Aujourd'hui, la filière hors-site est en train de se structurer. Nous, on arrive avec un modèle un peu différent, parce qu'on est avec ce modèle locatif, ce modèle où on reste propriétaire des modules et on les loue. Donc, on s'exonère de certaines questions que certains se posent, par exemple, sur les décennales, les garanties assurantielles, etc. Mais je pense que voilà, on va apprendre en marchant, et puis on va peut-être aussi découvrir des types d'usages auxquels on n'avait pas pensé. Par exemple, là, on commence à travailler sur la question de l'aide sociale à l'enfance et ce type de projet. Donc voilà, on va découvrir, et je pense qu'on va découvrir surtout avec les besoins des territoires, et c'est les premiers qu'on va chercher. C'est les métropoles denses en particulier, mais pas que, parce que, en tout cas sur les projets industriels, on peut se retrouver justement sur des territoires plutôt détendus, où il va falloir accueillir du monde sur des durées courtes et le faire correctement. On n'est qu'au début du chemin, hein, même si déjà ça fait quelques années. Il y a déjà du concret, et il y a sans doute aussi des apprentissages. Est-ce qu'on peut, alors c'est évidemment très tôt, mais est-ce que déjà on peut commencer à partager un peu ces apprentissages, ces choses que vous avez, ces pistes que vous avez suivies, ces démarches que vous avez montées, et que finalement, à bien y réfléchir, vous referiez pas demain. Et à l'inverse, peut-être quelques pistes que vous avez peut-être suivies un peu trop tard. Alors, je vais avoir du mal à faire mon examen critique, parce que j'ai souvent tendance, on va dire, à justifier a posteriori que finalement on a fait les bons choix. Par exemple, le partenariat d'innovation, ça a été super long, parce que c'est une procédure de marché public très intéressante, parce qu'on enchaîne la phase de recherche-développement avec la phase d'acquisition. Donc, pour n'importe quel sujet où on n'a pas le produit sur catalogue, c'est très intéressant. C'est SNCF qui nous a soufflé l'idée, parce qu'ils avaient utilisé ça pour les TGV, pour les trains à hydrogène. Mais c'est quand même, vous pouvez imaginer, hyper complexe de préparer un marché pareil. En plus de le faire dans un groupement de commandes. Donc déjà, il a fallu faire le groupement de commandes, faire le cahier des charges du marché de partenariat d'innovation. C'est super intéressant, mais c'est super long. Donc, parfois, j'ai un peu voilà, quand on se retourne, on se dit qu'on a mis beaucoup de temps
et parfois on culpabilise un peu d'avoir mis 5 ans à sortir un projet qui nous semble aussi important par la solution. On espère voilà, qu'il n'est pas trop sophistiqué, mais je pense que dans le temps de l'innovation, il y a toujours ce moment où il faut réussir à mettre la barre très haute sur tous les sujets, à poser tous les critères d'innovation, à projeter quelque chose d'innovant, et ensuite essayer de ramener ça à des choses connues pour que ce soit opérant. Donc ça a été un peu le mouvement qu'on a eu. Donc je pense qu'on a beaucoup phosphoré, beaucoup ouvert de pistes pour aujourd'hui maintenant essayer de resserrer les rangs, resserrer les boulons, resserrer les budgets pour que tout ça passe dans des calendriers acceptables. Après, la chance qu'on a eue, et ça je le regrette absolument pas, c'est qu'on a eu un collectif de personnes, parce qu'on parle d'entités, SNCF, Caisse des dépôts, conseils départementaux, mais en fait, c'est des personnes derrière tout ça, qui a été le même en fait tout du long, et ça c'est rare. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on a eu les mêmes personnes autour de la table, les mêmes personnes convaincues, et celles qui permettent de porter le projet jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est extrêmement précieux, et ça nous a permis de travailler en toute confiance. Alors qu'on a quand même passé des étapes complexes, comme celle de la constitution d'une société, des accords avec l'entreprise. Et là-dessus, le partenariat d'innovation, encore une fois, il a quand même ce grand mérite qu'on n'est pas dans un rapport client-prestataire. Il n'y a pas de rapport de défiance. En fait, il y a un intérêt commun à développer la solution. Le partenariat d'innovation, on va partager avec Celvea les droits de propriété intellectuelle du projet. Ça, c'est assez inhabituel. Donc, on a un intérêt commun, eux et nous, à sortir les projets. Et donc, ils n'ont pas intérêt à nous mettre dans l'ornière, d'avoir des exigences qu'on ne saurait tenir et qui mettraient à mal le marché. Ouais, et nous, inversement, on n'a pas intérêt non plus à leur faire prendre des risques inconsidérés, et en particulier dans le hors-site où la grande question, c'est comment on alimente des lignes de production. Et on retrouve des apprentissages qu'on a pu voir ailleurs sur ces innovations qui vont dans le bon sens. C'est qu'au-delà de faire, au-delà de l'idée, il y a la question de l'exécution, et que ça prend à la fois du temps et de l'énergie, mais que ça nécessite surtout un alignement d'étoiles. Et d'autres modes de dialogue qu'on pourrait appeler coopération, mais en tout cas des modes qui sont autre chose que la mise en concurrence ou l'attribution de marché aveugle avec un tri via des opérateurs, avec un tri via un tableur Excel. Bon, après, je reste persuadé que les étoiles, elles s'alignent pas toutes seules, et qu'il y a besoin d'aligneurs et souvent d'aligneuses d'étoiles. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'il faudra qu'on visite en fait Stein et qu'on tire d'autres apprentissages de ce processus en cours qui a certes pris du temps, mais pour faire du concret, et c'est évidemment important. Et puis sur des sujets qui sont pas des anecdotes, on n'est pas en train de parler de marché banal. On est en train de parler de besoins locatifs, de besoins de logement certes, mais de besoins sociaux, de besoins humains. Est-ce que, alors là-dessus ou sur autre chose, vous avez un conseil de lecture pour les auditeurs? Alors, c'est peut-être pas un conseil de lecture. Je pensais, en vous parlant, au documentaire d'Alice Diop sur le RER B. Elle est repartie sur les traces d'avant. Enfin, avant elle, il y a eu un ouvrage Maspero qui a été écrit là-dessus sur les voyageurs du RER B, et elle est repartie là-dessus. Je crois que c'est un documentaire qui date d'il y a 4 ans, et qui trace ses chemins. Et moi, il me plaît beaucoup parce que tout ce qui se passe sur le RER B, en particulier en Seine-Saint-Denis, je trouve que c'est des territoires passionnants, c'est des territoires qu'on caricature beaucoup, et c'est des territoires où il y a énormément de potentiel et d'énergie. Et donc, c'est un beau documentaire que je vous recommande. Et par ailleurs, depuis ce documentaire, je crois savoir qu'au Centre Pompidou, ils ont mis en place la cinémathèque imaginaire ou cinémathèque rêvée de la banlieue. Et ça, c'est une belle initiative.
Eh bien, merci beaucoup pour ces conseils. On va aller voir tout ça et puis on mettra évidemment les liens, les références dans les commentaires du podcast. Camille Picard, merci et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Sylvain.